Il n'y a plus aucun soldat français de l'opération Barkhane au Mali. Il est probablement temps pour nous de partir. Nous allons soutenir la Russie. Wagner, donc la Russie, a fait de la France l'ennemi numéro 1 en Afrique. La perte d'influence de la France en Afrique et surtout dans ses ex-colonies suit une trajectoire qui est en train de s'accélérer. En moins d'un an, la France a retiré sa présence militaire de 3 pays. D'abord le Mali, où la junte militaire commandée par Assimi Goïta a demandé le retrait des troupes françaises. On les voit ici en août 2022, en train de replier le drapeau juste avant de quitter les lieux. En République centrafricaine, le président Touadéra n'a pas demandé le départ des Français, mais l'environnement devenait pour eux irrespirable. Et enfin au Burkina Faso, victime lui aussi d'un coup d'État très récemment, les hommes d'Ibrahim Traoré ont exigé la fin de la présence militaire française. Les derniers soldats sont partis le 18 février 2023. Il y a une hausse exponentielle du sentiment anti-français dans ces pays et parallèlement la montée en puissance d'un nouvel acteur, la Russie, qui rebat toutes les cartes et dont les méthodes inquiètent l'État français. Et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. J'ai voulu comprendre comment la Russie, en utilisant le groupe privé Wagner, s'y prenait pour approcher certains pays africains. Et en fait, un bon point de départ pour raconter cette histoire, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc bien avant que Wagner existe. En 1945, la France en Afrique, ça ressemble encore à ça. 18 millions de kilomètres carrés, les 2/3 de la superficie du continent. J'ai appelé Blanche Lambert, qui est une cartographe, pour comprendre d'où vient l'intérêt russe pour l'Afrique. Et ça tombe bien, elle vient de travailler sur ce sujet. L'Union soviétique, qui n'avait pas vraiment de pied en Afrique avant cette période-là, mis à part des relations avec notamment l'Éthiopie et l'Afrique du Sud pendant la Seconde Guerre mondiale, va comprendre, notamment à partir de la conférence de Bandung en 1955, à laquelle elle n'a pas été invitée, qu'il faut, entre guillemets, rattraper son retard. L'URSS commence dans les années 50 à se rapprocher de certains pays, finance même des mouvements indépendantistes en Afrique du Sud, en Angola ou au Mozambique. Tout ce qui peut affaiblir l'Occident est bon à prendre. Une fois ces pays indépendants, il y a aussi beaucoup d'échanges universitaires qui se créent. Plus de 25 000 étudiants africains iront se former dans des établissements russes. Et donc tout ça, ça forme une élite africaine qui est parfois russophile, qui est parfois russophone aussi, et qui émerge à partir des années 60. D'ailleurs, la plupart des étudiants étrangers sont allés dans un établissement à Moscou, inauguré en 1960, l'université Patrice Lumumba, en hommage aux héros de la décolonisation du Congo belge. Le vent tourne à la fin des années 80 et surtout à la chute de l'Empire soviétique, qui aurait pu d'ailleurs signer l'arrêt définitif de l'influence russe en Afrique. Cette chute d'intérêt pour l'Afrique, elle se fait dans les deux sens. Alors qu'il y a un grand vent de décommunisation qui souffle partout dans le monde à partir de la fin des années 80, cela se ressent aussi sur le continent africain, avec des pays africains communistes qui vont abandonner le marxisme-léninisme. C'est notamment le cas du Bénin ou encore de l'Angola. Et effectivement, du coup, à partir de la dissolution de l'Union soviétique fin 1991, cet arrêt va se ressentir avec Boris Yeltsin, le nouveau président russe, qui va couper l'aide extérieure de la nouvelle fédération de Russie, étant donné que le pays vit une forte crise économique due justement à cette chute de l'Union soviétique. L'arrivée de Poutine au pouvoir signe le retour de la Russie sur le continent. Avec une visite d'État en Afrique du Sud, et puis après d'autres de Medvedev en Égypte, en Angola, en Namibie, au Nigeria. Bref, la Russie remet le pied à l'étrier et reconstruit son réseau. Tout va s'accélérer avec la détérioration des relations entre les pays occidentaux et la Russie, notamment à partir de 2014 avec l'annexion de la Crimée, où on va vraiment voir un changement de posture de Moscou qui va devenir beaucoup plus agressif. Du coup, à partir de 2014, c'est vraiment le moment où on va voir apparaître du coup ces fameuses sociétés militaires privées russes qui vont d'abord arriver en Libye en 2015 et puis ensuite qui vont se développer ailleurs, au Mozambique, mais aussi à partir de 2018 en République centrafricaine et puis, comme on peut le voir notamment aujourd'hui, au Mali. On en vient donc à Wagner, cette milice privée avec à sa tête encore aujourd'hui Evgeny Prigojine. On enregistre cette vidéo le 1er mars, je préfère préciser parce que depuis quelques semaines, Prigojine ne serait plus en odeur de sainteté au Kremlin. Dans tous les cas, Wagner se rapproche depuis quelques années de plusieurs pays africains.
Et moi j'ai voulu d'abord savoir qui faisait le premier pas, est-ce que c'était Wagner ou est-ce que c'était le gouvernement russe? Et j'ai posé la question à Wanda Felbab-Brown. Autant vous dire que Wagner est tout en haut de la pile de ses sujets d'intérêt parce qu'elle est spécialiste des groupes armés non étatiques à la Brookings Institution. There is official Russian diplomacy that's secretly promoting the Wagner Group. And then you have separate negotiation of the Wagner Group with the whole set of countries. And you frequently see that the initial reaction is denial that Wagner Group is present. That has certainly been the case with Central African Republic. Donc d'après Wanda, le canal de communication le plus classique passerait d'abord par le gouvernement russe. Et effectivement, ça correspond en tout cas à ce que dit le président centrafricain Touadéra à nos confrères d'RFI lors d'une interview. Les Russes sont en Centrafrique. Ils sont venus nous appuyer. Je n'ai pas signé quoi que ce soit avec Wagner. Moi, je me suis adressé aux autorités russes. Donc c'est les autorités russes qui vous les ont envoyés alors? J'ai discuté avec le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov. Deuxième question maintenant, qu'est-ce que Wagner en tant qu'entreprise privée propose comme service? They nominally say, we will come here to fight your terrorism problem. They secretly promise to serve as a Praetorian Guard. And they very much focus on really getting access to precious, valuable economic resources. Si on jette un coup d'œil à une carte, on peut voir que le danger terroriste existe. Regardez par exemple cette zone à cheval entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. En République centrafricaine, c'est un petit peu différent. Il y a une coalition de plusieurs groupes armés qui s'appelle le CPC, la Coalition pour le Changement, qui sont opposés au président Touadéra. Donc ici, ça rejoint plutôt l'idée développée un peu plus tôt par Wanda Felbab-Brown que la société Wagner agit comme une garde prétorienne dont la première mission, c'est de protéger le pouvoir en place. Now, what is significant is that Wagner has in fact performed rather miserably in the counterinsurgency struggle. It's been even worse than the challenges and difficulties that the West encountered. But the appeal is still there because it comes with this promise to protect the regime and without conditions, without human rights, without insistence on democracy. So it seems like an easy way to increase one's firepower. Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Mais le soutien militaire proposé par Wagner, c'est ce qui explique aussi, en tout cas en partie, le départ des militaires français. Écoutez par exemple ce que disait le général Mabin, que vous avez déjà vu en début de vidéo. Les conditions n'étaient plus réunies pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions, sereinement aux côtés des forces armées centrafricaines, notamment en raison de la présence de plus en plus invasive de Wagner. On arrive au deuxième atout qui est dans la manche de Wagner. Alors celui-ci il est plus silencieux, mais il est au moins aussi efficace, c'est la propagande et la désinformation massive. Propagande d'abord parce que Wagner, ce n'est pas que de l'appui militaire, c'est aussi une société très efficace en ce qui concerne l'autopromotion. Exemple, en 2022, dans le stade Omnisport de Bangui, en République centrafricaine. Une super production russe a été proposée à la population. Ça s'appelle Granit et ça raconte l'héroïsme des soldats russes venus au Mozambique pour combattre des djihadistes qui terrorisent la population. Autre exemple, il y a quelques jours, la BBC et une plateforme d'investigation ont révélé l'existence d'un réseau de désinformation en langue française qui agissait en Afrique occidentale. Now it's called Russosphere. Posts typically accuse France of modern-day colonialism. They eulogize Vladimir Putin and call the Ukrainian army Nazis and Satanists. On monte d'un cran dans la propagande avec la diffusion il y a quelques semaines d'un dessin animé diffusé au Mali via des canaux pro-russes. Nous sommes les démons de Macron, maintenant c'est notre pays. Vous avez constaté que les Français ne sont pas à leur avantage ici. L'histoire, c'est donc des méchants Français assoiffés de sang qui veulent s'emparer du Mali. Les soldats maliens les contiennent tant bien que mal. Et qui vient à la rescousse? Bingo, les milices russes de Wagner. A tout besoin de renfort, mon ami. La mitrailleuse des Maliens fonctionne tout de suite beaucoup mieux et les morts-vivants démoniaques français sont éliminés. Une jolie amitié naît d'ailleurs de ce carnage. Beaucoup plus grave, la mise en scène d'un charnier au Mali. C'était en avril 2022. Les militaires français venaient de quitter la base de Gossi.
Et soudain, sur les réseaux sociaux, on les a accusés d'avoir laissé derrière eux un charnier. Alors l'armée de terre a répondu, a publié même des photos satellites et des vidéos qui montrent des soldats en train d'enterrer, puis de photographier des corps, et a donc conclu à une grossière tentative de désinformation des mercenaires de Wagner. Alors face à une telle occupation du terrain médiatique, du terrain numérique, face à de tels moyens aussi, parce que tout ça coûte cher à produire, puis à relayer, la France est un peu démunie, déboussolée. Après, la réalité, c'est qu'on ne peut pas abîmer la souveraineté de ces pays. Quand vous avez un pays avec un État, un gouvernement en place, un chef d'État qui fait appel à Wagner, après on va dire c'est la France-Afrique, on ne respecte pas les souverainetés, etc. Emmanuel Macron, pendant sa conférence aux ambassadeurs en septembre 2022, a même essayé de lancer la contre-offensive. On doit être beaucoup plus agressif. Nous avons besoin d'avoir des instruments de communication qui disent quand la France est attaquée à tort, qui disent ce que fait la France en vrai, et qui relaient notre action, l'action de nos écrivains, de nos artistes, de nos sportifs et de nos diplomates. Et aujourd'hui, on subit trop, on ne fait pas assez. Mais c'est difficile de voir quels moyens concrets vont nous permettre de changer ce narratif très anti-français. Parce que l'adversaire en face, c'est une entreprise privée, opaque, qui ne joue pas dans la même ligue que nous et certainement pas avec les mêmes règles du jeu. Et l'autre leçon géopolitique à retenir, c'est que les efforts russes payent. Le 23 février, un vote avait lieu à l'ONU pour exiger le retrait des troupes russes d'Ukraine. C'est un vote de toute façon non contraignant et 73% des pays ont voté pour. Mais en Afrique, plusieurs pays ont préféré ne pas participer au vote. Certains ont participé, mais pour s'abstenir, comme par exemple la République centrafricaine. Et 2 pays ont même voté contre, l'Érythrée, et un pays qui a changé son vote depuis 2022, le Mali. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez probablement tous les contenus qu'on a pu produire ces dernières semaines sur l'Ukraine. Allez faire un tour et abonnez-vous à notre chaîne.